Ça a l'air délicieux. Caroline en salive déjà. Celle-là, elle a l'air fameuse. Quel choix! Bonjour à tous et bienvenue dans Xenius. Nous sommes à la clinique pédiatrique Auf der Bult à Hanovre, en compagnie de Daniel et Philippe. Et on s'apprête à faire ce que tout le monde fait quand il fait chaud, manger une glace. Pour nous, la seule difficulté, c'est de savoir laquelle choisir, car elles ont toutes l'air délicieuses. Mais pour vous, les garçons, c'est un peu plus compliqué, je crois. Oui, en fait, nous, on doit déjà savoir l'index glycémique de ces glaces, c'est-à-dire combien elles contiennent de sucre, pour calculer la quantité d'insuline qu'on doit prendre pour pouvoir les manger. Mais comment on sait combien de sucre il y a dans une glace? On a appris ça quand on était petit. Maintenant, on fait les calculs de tête. Vous faites ça pour tous les parfums? Oui, oui. Et s'il y a un peu plus de sucre dans l'une de ces glaces que dans les autres, c'est pas grave? C'est ça. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que Philippe et Daniel sont atteints de diabète de type 1. Cette maladie qu'on appelait autrefois le diabète sucré. Le diabète 1 est une maladie auto-immune qui n'a rien à voir avec un excès de sucrerie ou avec le comportement alimentaire. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur cette maladie et voir comment elle change la vie quotidienne de ces deux garçons, par exemple lorsqu'ils achètent une glace. Dès qu'ils ingèrent du sucre, Daniel et Philippe doivent s'injecter de l'insuline. Je vais payer. Oui, très bien. Mais vous ne pouvez pas manger votre glace tout de suite, c'est ça? Non, il faut prendre l'insuline avant. C'est ça. Et vite en plus avant que la glace fonde. Daniel et Philippe sont équipés de pompes à insuline. C'est bon là? Vous pouvez commencer? Eh bien, régalez-vous. Allez, on y va. Les parents de Paul espèrent qu'il n'aura pas besoin de pompes à insuline pour vivre. Mais des tests effectués dans le cadre d'un essai clinique ont montré qu'il présentait un risque élevé de développer un diabète de type 1. Un test de dépistage a révélé que Paul avait une prédisposition génétique au diabète. On espère que les recherches qui sont menées ici permettront d'éviter cela. Peu après sa naissance, un échantillon de sang a été prélevé sur Paul. Les chercheurs ont mis en évidence qu'il avait une chance sur 10 de développer un diabète de type 1, c'est-à-dire un risque 25 fois plus élevé que la moyenne. Chez une personne en bonne santé, le sucre qu'elle a ingéré est brûlé par les cellules grâce à l'insuline présente dans l'organisme. L'insuline sert en quelque sorte à ouvrir les cellules qui transforment ensuite le sucre en énergie. C'est le pancréas qui fabrique l'insuline. Mais chez les diabétiques de type 1, le pancréas a été détérioré par leur propre défense immunitaire et il ne produit plus d'insuline. Le taux de sucre reste donc à un niveau élevé, ce qui peut endommager les organes et empêcher l'assimilation du glucose nécessaire au fonctionnement des cellules. Certains gènes augmentent le risque de diabète. C'est ce qu'ont découvert Annette Ziegler et ses collègues en analysant 3000 échantillons sanguins prélevés chez des enfants. C'est aussi de cette manière qu'elles ont découvert le risque qui pesait sur Paul de développer la maladie, car il est porteur de ces gènes. Sur ce tableau, ça n'est pas forcément clair, mais les enfants de ce groupe ont un risque 25 fois plus élevé de développer le diabète. Les enfants qui portent les mêmes anomalies génétiques que Paul courent le risque de voir leur système immunitaire reprogrammé pour s'attaquer à l'insuline naturelle, en qui elle voit alors un corps étranger. Pour les besoins de l'étude, les médecins ajoutent de l'insuline au repas du petit Paul. L'objectif est d'habituer son corps à cette hormone afin qu'il ne la combatte pas, et ce dès la petite enfance, une période décisive dans le développement du système immunitaire. Lorsque le système immunitaire n'a pas appris à reconnaître correctement l'insuline corporelle, il la combat. C'est le point de départ de cette maladie auto-immune. Notre objectif est donc de l'entraîner à accepter l'insuline et à ne pas la rejeter. Mais il n'est pas certain que Paul développe le diabète. En fait, la probabilité qu'il soit en bonne santé est beaucoup plus élevée. Et si la maladie se développait malgré ce traitement préventif, on ne pourrait pas la guérir pour autant. D'après certains détracteurs, cette méthode ne fait qu'affoler les parents. Pour moi, cette étude a au moins le mérite de nous confronter au problème. Si Paul contracte la maladie, nous ne serons pas pris au dépourvu. Nous serons moins surpris et mieux préparés, ce qui permet aussi de mieux réagir.
Que faire lorsqu'on est atteint de diabète de type 1 et que l'on veut manger une glace, par exemple, ou même une truite? Nous sommes avec une spécialiste de ces questions. Madame Bister, vous êtes diabétologue. Concrètement, que faut-il faire dans ce cas-là? En cas de diabète de type 1, votre corps ne produit plus d'insuline. Il faut donc commencer par mesurer votre glycémie, le taux de sucre présent dans votre sang, pour voir si elle est normale, ou alors trop haute, ou trop basse. Comment on fait? Pour ça, il existe ces petits appareils avec des bandelettes. Essayons sur vous, par exemple. Pour chaque mesure qu'on prend, il faut une nouvelle bandelette. Le lecteur de glycémie s'allume tout seul. Il fonctionne avec des piles ou une batterie. Il y a ici ce qu'on appelle un autopiqueur, avec une lancette qu'on fixe dessus. On choisit alors un de ces 3 doigts. Vos mains sont bien chaudes. Ça veut dire que le sang circule bien. On prend la pulpe. Je suis un peu nerveuse. La pulpe du bout des doigts et on pique un peu de côté. Ça fait moins mal. Il faut bien appuyer. Et voilà. Je n'ai rien senti. D'abord, on ne voit pas de sang, donc on appuie un peu. Il est conseillé d'enlever la première goutte de sang si on n'a pas eu le temps ou l'occasion de se laver les mains. Puis on fait sortir une autre goutte et on applique la bandelette. C'est tout? Et ça suffit. C'est rapide. Oui, la mesure prend 5 secondes. On met un petit coton. Je m'en occupe. J'appuie. Et voilà déjà la glycémie qui s'affiche. 107, ça veut dire que c'est bon. C'est un taux tout ce qu'il y a de plus normal. Comment as-tu réagi lorsque tu as été diagnostiqué? Ça a été un choc d'abord. Puis j'ai essayé d'être positif et d'accepter ce qui m'arrivait. Est-ce que tu as pu rapidement gérer ta maladie et reprendre une vie normale? Après mon séjour ici, à la clinique, ça a été difficile pendant 2 mois environ. Mais au bout de cette période, c'est devenu de moins en moins compliqué. Toi, Philippe, tu as toujours vécu avec le diabète. Je l'ai eu à l'âge de 8 ans. Je ne comprenais pas du tout ce qu'il se passait parce que je ne connaissais rien de cette maladie. Pour ma mère, c'était un choc. C'était difficile au début, mais maintenant, ça va. Qu'est-ce qui n'allait pas? Eh bien déjà, je ne savais pas comment bien mesurer ma glycémie. C'est quand même compliqué. J'imagine qu'on a peur de se tromper lors de la mesure, de commettre une erreur, non? Au début, oui. Maintenant, ça va. Est-ce que vous avez eu des complications liées au diabète? Oui, il y a 1 an, j'ai eu un problème avec ma pompe à insuline. Mais je ne m'en suis pas rendu compte. Je me suis injecté de l'insuline à plusieurs reprises, mais ma glycémie restait à un niveau beaucoup trop haut. Je suis rentré de l'école en me disant « c'est bon, ça va aller ». Mais je suis parti direct à l'hôpital et j'y suis resté 2 jours. En fait, je n'avais pas fait d'erreur. C'est le cathéter qui avait un problème. Que s'est-il passé? J'avais de très grosses nausées. J'ai vomi plusieurs fois et j'avais vraiment très soif. Ce qui me frappe, c'est que vous êtes dépendant d'une technologie. Et peut-être que vous voyez ça plutôt comme un avantage de ne pas avoir à vous piquer vous-même. Pour moi, c'est 50-50. C'est un avantage parce que ça simplifie beaucoup le quotidien. Mais en même temps, oui, on est dépendant d'un appareil. Comment ça fonctionne alors? Vous le portez où? En ce moment, le cathéter est placé sur mon ventre. Je change régulièrement d'endroit entre la cuisse et le ventre. Maintenant, il est là. Une pompe délivre l'insuline directement par le biais d'un cathéter. Un capteur mesure la glycémie en continu. Le patient calcule donc la quantité d'insuline dont il a besoin à partir des chiffres qui s'affichent. Il entre cette quantité dans sa pompe à insuline qui va alors la délivrer dans les tissus adipeux. Grâce à elle, plus besoin de seringue. Donc la canule rentre ici, Ok. Et elle fait quelle taille, cette canule? entre 6 et 8 mm. Est-ce que ça fait mal? Au début, oui, ça faisait mal de temps en temps. Mais au bout d'un moment, on s'habitue et ça disparaît. En tout cas, vous avez toute mon admiration. Le diabète de type 1 est une maladie très contraignante avec laquelle il faut apprendre à vivre pour le restant de sa vie. Et la recherche sur les causes de cette maladie est elle aussi longue et compliquée. On ne sait pas encore très bien ce qui provoque le développement d'un diabète de type 1. Il pourrait s'agir de certains gènes qui, associés à des facteurs environnementaux, déclenchent la maladie. Dans le cadre d'une vaste étude mondiale, les chercheurs adressent depuis des années des colis à des milliers de familles. Ces colis contiennent des réservoirs à échantillons.
La famille Kreuziger a décidé de participer à l'étude. Dans les analyses de leur fille Nora, les chercheurs ont pu déceler un risque élevé de diabète. Mais cela implique un certain nombre de choses à faire. En plus des échantillons sanguins, Nora doit se soumettre à un frottis des muqueuses du nez. L'écouvillon nasal nous a été envoyé dès le début. Ça, c'est l'actimètre. Tu peux te lever, Nora? Nora va devoir porter cet actimètre pendant 3 jours. La sédentarité pourrait être en cause dans le déclenchement de la maladie. Elle devra aussi donner des prélèvements de sel, de salive, ainsi qu'un petit bout d'un ongle de ses orteils. Les scientifiques collectent aussi des échantillons d'eau du robinet pour y chercher des traces de substances pathogènes. Et pour finir, Tania, sa maman, doit aussi noter scrupuleusement tout ce que mange sa fille. Salade de concombre. La tenue du carnet de suivi alimentaire est un peu pénible, car Nora doit... Oui, bravo, pile 200 grammes. Même à l'école, elle doit noter tout ce qu'elle a pris pour le goûter. Ce n'est probablement pas le sucre qui est responsable du développement de la maladie. Pourtant... J'essaye quand même de ne pas trop en manger. J'en mange parfois, mais moins quand même. Les facteurs qui participent au déclenchement du diabète de type 1 sont probablement multiples. Malgré les efforts de la science, ils restent encore méconnus. Pour pouvoir profiter pleinement de la vie, la famille Kreuziger essaye de ne pas trop dramatiser la situation. Pour eux, la participation à cette étude n'est pas un fardeau, mais une chance qu'ils ne veulent pas laisser passer. Nous espérons que les résultats de cette recherche amélioreront la vie d'autres enfants. Quant à Nora, comme elle est très suivie, elle ne s'inquiète pas trop de tomber malade. C'est un soulagement pour nous. Grâce à cette étude, la science est en bonne voie pour découvrir les causes de la maladie. Mais nous, bien sûr, on voudrait que le diabète épargne Nora et tous les enfants. Tout à l'heure, les garçons étaient munis de capteurs qui mesurent automatiquement la glycémie. Mais vous nous dites que les pompes à insuline actuelles pourraient encore être améliorées. De quelle manière? Sur les modèles actuels, il faut saisir manuellement la quantité d'insuline à délivrer. Mais d'où provient le sucre qui est présent dans notre sang? Un tiers est produit par le foie qui en fabrique en permanence et les 2 tiers restants proviennent de l'alimentation. D'abord, les pompes délivrent en continu des petites doses d'insuline. Ce débit est appelé basal et permet de gérer le sucre produit par le foie. Ensuite, elle délivre de manière ponctuelle ce qu'on appelle le bolus. Là, c'est au patient d'évaluer la quantité de sucre qu'il va ingérer et en fonction de cela, d'adapter la quantité d'insuline. Ça demande pas mal de calculs. D'accord. On essaie de mieux calculer la quantité d'insuline nécessaire à partir de la glycémie interstitielle, qu'on mesure dans la graisse du ventre, par exemple. L'objectif, c'est d'avoir des pompes entièrement automatisées. Et vous travaillez vous-même sur des prototypes? Oui, il s'agit de pompes que nous commanderons à distance. Grâce aux chiffres de glycémie interstitielle et en s'appuyant sur les historiques des taux d'insuline et de sucre dans le sang, ils pourront calculer la quantité d'insuline nécessaire. Tout cela sans oublier le débit basal qui, lui, est permanent et dont on sait qu'il n'est jamais vraiment le même. Et là, sur l'ordinateur, ce sont des données pour votre prototype. Oui, là, en haut de l'écran, c'est une glycémie qui monte et qui descend. En bas de l'écran, on peut suivre 2 courbes. La bleue correspond au débit basal, qui réagit à la production de sucre du foie, et ces petits pics ponctuels que vous voyez en noir correspondent au bolus, qu'on peut comparer à des petits coups de volant en voiture, pour ajuster rapidement la trajectoire. Dans ce cas-là, c'est le taux de sucre qu'il faut ajuster, pour que les fluctuations soient aussi minimes que possible. La nuit, pendant le sommeil, les variations de la glycémie et du taux d'insuline sont naturellement faibles parce qu'il n'y a pas d'activité physique. On arrive très bien à gérer ces périodes. Pour les phases d'éveil, c'est moins évident et nous y travaillons encore, même si des progrès ont déjà été faits. Difficile de saisir toutes les nuances de la vie dans un petit appareil. Oui, c'est un peu ça. Et en plus, il faut veiller à ce que les appareils qui sont développés soient conformes à la réglementation sur les dispositifs médicaux. Il y a donc des procédures d'agrément auxquelles il faut se soumettre.
Et à un moment, on doit aussi faire appel à des opérateurs commerciaux pour pouvoir lancer tout ça. Comment se fait-il que ces opérateurs ne soient pas déjà sur le coup? Il s'agit pourtant d'un marché énorme et d'un besoin vital pour les malades. C'est certainement un marché très important, mais c'est aussi un très gros investissement pour les entreprises. Un autre problème, si l'on peut dire, c'est que les progrès réalisés sont rapides, mais pas les procédures. Donc souvent, au moment où vous obtenez enfin l'agrément, votre appareil est déjà dépassé. En fait, les procédures d'agrément ne sont plus vraiment adaptées à la vitesse à laquelle avancent les technologies. Jusqu'à une date récente, aucun matériel de ce type ne disposait d'autorisation de mise sur le marché. Du coup, certaines personnes se sont mises à fabriquer elles-mêmes leur pompe à insuline. Cet homme agit en dehors de tout cadre légal. Son activité déplaît aux autorités et pourtant, il n'est ni un criminel ni un terroriste. C'est même le contraire, car il cherche surtout à aider son prochain. À commencer par la petite Mia, 4 ans. Elle est atteinte de diabète de type 1 et doit porter en permanence une pompe à insuline qui doit aussi éviter que la glycémie de la petite fille ne chute brutalement au cours de la nuit. La baisse soudaine du sucre présent dans l'organisme peut également être très dangereuse pour les diabétiques. Quand ils sont équipés d'une pompe, cela arrive moins, mais cela peut arriver quand même. Ma plus grande crainte, c'est la nuit. J'ai peur de ne pas me rendre compte que sa glycémie baisse de manière continue, à tel point qu'elle finisse par s'évanouir. Ça m'inquiète beaucoup. Comme le corps de Mia ne produit pas lui-même l'insuline qu'il lui faudrait pour réguler sa glycémie, c'est la pompe qui s'en charge. Celle-ci doit être rechargée à intervalles réguliers. Mia mesure elle-même sa glycémie. Elle doit aussi peser au gramme près les aliments qu'elle ingère, puis calculer précisément leur teneur en glucides, c'est-à-dire en sucre, à l'aide de ces tableaux d'indice glycémique. Puis c'est Marion, sa maman, qui règle la pompe afin qu'elle délivre la quantité d'insuline nécessaire. Ce n'est qu'à ce moment-là que Mia peut enfin prendre son petit déjeuner. Mia doit s'armer de patience. Pour elle, tout est un peu plus laborieux et souvent, elle doit attendre avant de pouvoir manger. Parfois, à l'école maternelle, quand un enfant fête son anniversaire et distribue des bonbons aux autres, ce n'est pas évident pour elle d'attendre. Mia a rendez-vous avec Thomas Danne. Comme il est médecin, il souhaite bien sûr simplifier la vie de sa petite patiente. Et en théorie, la technologie actuelle permettrait de le faire. Le rêve de tout diabétologue serait d'avoir des appareils qui mesurent la glycémie en continu et qui délivrent en temps réel les doses d'insuline adéquates. Mais ça n'est pas si simple à réaliser. Cela fait des décennies que les chercheurs essaient de développer des systèmes de perfusion d'insuline automatisés qu'on nomme aussi pancréas artificiel. Thomas Danne a développé son propre modèle et l'a testé sur des adolescents. Son principe, un capteur mesure la glycémie et transmet ses données par Bluetooth à un petit terminal qui calcule la dose d'insuline nécessaire puis la transmet à la pompe. Il apparaît déjà que la protection contre l'hypoglycémie est meilleure qu'auparavant. Pour les diabétiques, le plus grand danger, c'est que l'hypoglycémie soit si forte qu'elle provoque un évanouissement ou des convulsions. Ce modèle de pompe, lui, est notamment capable de reconnaître le risque d'hypoglycémie avant qu'il ne se présente grâce aux mesures qu'il effectue. Il coupe automatiquement l'apport d'insuline afin que le corps puisse rétablir de lui-même le taux de sucre à un niveau normal. Aujourd'hui, ces pompes informatisées et maniables existent. Yann en a bénéficié dans le cadre de l'essai clinique du professeur Danne. Pendant l'expérimentation, ses hypoglycémies ont nettement diminué et lorsqu'il mangeait sucré, il n'avait pas à effectuer les calculs fastidieux auxquels il était habitué. Mais ces pompes ne sont vendues qu'aux États-Unis. En France et en Allemagne, les diabétiques les attendent depuis des années, en vain pour l'instant. Quand j'y pense, ça me met en rage.
Cet appareil me simplifierait beaucoup la vie. D'autres patients ont choisi de fabriquer eux-mêmes leurs pompes automatisées. Les notices, les composants et les codes sources rédigés sur la base du logiciel libre Linux sont disponibles sur Internet. L'assemblage des composants ne pose pas vraiment de problème. L'installation du logiciel non plus. Tout du moins pour quelqu'un qui s'y connaît un peu en Linux. Notre bricoleur a donc fabriqué un petit terminal compatible avec l'appareillage de Mia. Le boîtier, lui, vient d'une imprimante 3D. Une technologie fait maison qui fonctionne. Le seul problème, c'est que cet appareil n'est pas agréé. Et si Thomas Daneux aidait Mia à le régler, il s'exposerait à des poursuites. Il lui est donc interdit d'encourager cette pratique, alors même qu'il est convaincu de l'utilité de cette technologie, qui, d'après lui, dépasse même en qualité l'appareil qui est vendu aux États-Unis. Sur les réseaux sociaux, il existe toute une communauté qui s'est emparée de ce problème et qui met son savoir en commun. Je dois dire que les résultats mis à la disposition du public sont très enthousiasmants. Cette façon de faire collaborative est largement plus efficace que les méthodes de recherche et de développement traditionnelles. Le revers de la médaille, c'est que sans agrément, il n'existe pas non plus de hotline ou de service d'assistance. Sans compter que les médecins ont l'interdiction d'intervenir en cas de problème. Comme ces appareils ne sont disponibles dans le commerce ni en France ni en Allemagne, les malades restent privés de cette technique innovante. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre pourquoi cette agrémentation dure si longtemps et pourquoi il n'est pas possible d'obtenir un produit qui est autorisé ailleurs. Résultat du système D, l'appareil de Mia pourrait bel et bien venir au secours d'autres malades. Nous avons une grande nouvelle. Il paraîtrait qu'un appareil de ce genre vient d'obtenir son agrément. Et vous, docteur, vous êtes en train de le tester avec Philippe et Daniel. C'est vrai ? Oui et non. Cette pompe automatisée est sur le marché américain depuis 2016. Et en 2018, les autorités européennes lui ont effectivement donné un agrément, mais la sécurité sociale ne la prend pas en charge. Donc oui, ces pompes existent, nous pouvons les tester, mais il est impossible d'en trouver en Allemagne. Pour l'instant, il faut aller au Danemark, en Suède ou aux Pays-Bas pour en acheter une. Donc les deux garçons en sont équipés dans le cadre d'un essai clinique. C'est ça. Mais que reste-t-il à tester? La nouveauté, c'est que cette pompe se règle pour ainsi dire d'elle-même. Un capteur indique la glycémie du patient et si tout fonctionne correctement... Tu peux nous montrer ça, Philippe? Ce panneau bleu indique que la pompe est en mode automatique. Notre discussion, la présence des caméras, ont induit un stress et fait monter assez haut la glycémie. Elle va donc être baissée de manière automatique par une dose d'insuline plus importante. C'est ce que confirme le panneau bleu. Combien de temps va durer cet essai? Les participants vont tester l'équipement pendant 6 semaines, y compris chez eux, pour voir si tout fonctionne normalement, même chez des ados qui ont une vie mouvementée. Pour convaincre les organismes payeurs, nous avons ajouté en plus tout un tas de mécanismes de sécurité et nous avons bon espoir que les résultats des tests soient très positifs. Vous qui êtes les principaux intéressés, vous en pensez quoi? Pour moi, c'est vraiment un plus, parce que j'ai tendance à faire beaucoup d'hypoglycémie la nuit. Et ma mère doit mettre son réveil pour se lever régulièrement et régler ma pompe. Alors si on avait un appareil qui fait ça tout seul, ce serait vraiment super. D'accord. D'accord. Et toi alors? Pour moi aussi, c'est un soulagement, surtout la nuit et le matin. Ça donne de l'espoir. Et quand pensez-vous que la sécurité sociale les prendra en charge? On y travaille chaque jour, mais c'est dur de donner une date. Les patients jouent un rôle important. C'est à eux aussi d'exiger que cette solution soit accessible à tous. L'expérience montre que leur voix compte et qu'elle est écoutée. Les Américains font ça mieux que nous. Ils n'hésitent pas à mettre la pression sur les responsables politiques chargés des questions de santé et à leur dire « ça suffit maintenant, il nous faut ces appareils ». Et je crois que les Allemands sont un peu trop timorés de ce point de vue-là. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci et bon courage. Merci. Comme souvent, il s'agit une fois de plus d'une question d'argent.
Mais dans ce cas précis, et pour le bien des malades, on peut dire que l'administration et les industriels feraient bien de se dépêcher un peu. Oui, ça permettrait à beaucoup d'enfants, ainsi qu'à Daniel et à Philippe, d'avoir un quotidien bien plus agréable. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup et on vous dit tchuss et à la prochaine. À la prochaine!